Bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce lundi 29 mars 2021. Début mars de cette année, une vidéo devenue virale sur la toile montre des élèves du lycée bilingue de Kribi exhibant leur corps, laissant découvrir des parties intimes ou s'embrassant sans pudeur. Ce sont 14 élèves au total de la classe de terminale bilingue. Un conseil de discipline se tient et la décision est sans appel. Ils sont définitivement exclus de leur établissement scolaire. Dans le sillage de cette actualité, la presse révèle des cas similaires à Edea, Kumba, Yaoundé, Bafoussam et même Douala. On apprendra que 7 élèves ont été déférés au parquet d'Ekounou à Yaoundé. Ces adolescents étaient interpellés par la police. Ils entretenaient un réseau de consommation de drogue et se livraient à des pratiques sexuelles au quartier Eki à Yaoundé. Dernier rebondissement dans l'affaire du lycée bilingue de Kribi, certains journaux annoncent que les élèves exclus sont retournés à l'école, ce qui peut laisser croire que la décision de leur exclusion définitive a été annulée. Faux, retorquent certains confrères et surtout la cellule de communication du ministère des Enseignements secondaires qui estime que la ministre a plutôt opté pour un accompagnement psychopédagogique des élèves exclus en créant, par exemple, une terminale spéciale. En quoi consistera donc cet accompagnement psychopédagogique? La MINSEC n'essaye-t-elle pas de trouver une issue de secours après cette mesure disciplinaire jugée trop difficile pour ces élèves-là? Quelle est la meilleure façon de régler ce type de dérive à l'école? Est-ce en faisant intervenir la police et la justice ou s'agit-il de l'exclusion définitive comme ça a été le cas au lycée de Kribi? Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du soir avec JBB, Ghislaine Berthe Bissaï. Après le journal, ce sera la deuxième partie de cette émission d'Equinox ce soir, le débrief, mais tout de suite, le fait du jour. Dans l'affaire de la vidéo ou des mœurs au lycée bilingue de Kribi, la MINSEC fait-elle machine arrière? En quoi consistera l'accompagnement psychopédagogique dont elle parle? Pour en parler sur ce plateau, nous avons choisi de donner la parole à des techniciens de l'éducation et des gens de la société civile. J'introduis tout d'abord Ernest Guindagnom. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci aussi. Vous êtes syndicaliste, vous êtes membre d'un syndicat dénommé le Saint-Esprit. Oui, secrétaire général du Saint-Esprit. Voilà. Merci donc d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous ce soir. Serge-Henri Kelbé, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir, c'est un plaisir d'être encore là ce soir et bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. C'est vrai que vous êtes en politique, mais vous êtes convié sur ce plateau ce soir davantage comme parent d'élèves. Tout à fait, voilà. Merci. Merci donc d'être venu. Docteur Fouda Bizzoa Sabine, bonsoir. Bonsoir Monsieur Fangwa. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir toujours renouvelé de me retrouver dans votre joli studio. Vous êtes enseignante, vous êtes psychopédagogue, vous êtes enseignant au département de sociologie, de psychologie à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Douala. Merci donc d'avoir accepté de venir échanger avec nous ce soir dans le cadre de cette émission d'Equinox ce soir. Raoul Lemoupi, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir à tous les autres copanélistes. Je me félicite de l'honneur que vous me faites, n'est-ce pas, me convient à cet apéritif intellectuel et j'espère être à la hauteur de la réflexion. Merci d'être venu. Raoul Lemoupi, vous êtes enseignant de philosophie dans un lycée de Douala. Je commence avec vous, Serge-Henri Kelbé. On a entendu parler de cette vidéo qui a fait le tour de la toile début mars. C'est vrai que on parlait du lycée bilingue de Kribi qui avait défrayé la chronique quelques jours auparavant avec l'histoire du porte-monnaie magique. Il y a eu donc ces élèves qui ont fait circuler sur la toile cette vidéo exhibant leur partie intime, entre autres. La décision a été sans appel. Le conseil de discipline s'est tenu et les élèves ont été exclus
On a rappelé tout à l'heure dans le sommaire de cette émission que ce n'était pas le seul cas. Il y a eu d'autres cas qu'on a enregistrés dans plusieurs villes du Cameroun. Il y a d'ailleurs un cas qui a défrayé la chronique, celui de Yaoundé, où des élèves ont d'ailleurs été interpellés par la police et ont été traduits en justice. Tout à fait. Dans le cas du lycée de Kribi, on a reçu un texte de la communication du ministère de l'enseignement secondaire qui indique que, contrairement aux informations qui ont circulé, que certains journaux ont véhiculé, faisant état de ce que ces enfants exclus étaient retournés à l'école, il n'en est rien. Le ministère a opté pour un accompagnement psychopédagogique. Avant, je donne la parole peut-être au docteur Bizois. De façon globale, quelle est la lecture que vous faites, n'est-ce pas, de ce nouvel épisode dans cette affaire de sextape au lycée de Kribi? Oui, déjà merci bien sûr. Tout à fait, merci de me passer la parole déjà en premier. Écoutez, je pense que vous et moi, nous avons déjà eu à épiloguer sur un autre plateau de cette question que moi j'estime être d'abord de la première responsabilité des parents. C'est-à-dire que quoi? Lorsque vous vous avez des enfants, vous avez un rêve pour ces enfants. Et l'éducation que vous donnez à vos enfants est le reflet de leur comportement, n'est-ce pas, à l'école. Pour ma part, il est hors de question qu'un enfant qui a été, n'est-ce pas, à l'abri de cette forme de violence à la maison puisse se comporter de la sorte avec ses camarades à l'école. Donc, les premiers responsables face à une situation comme celle-là, pour ne pas encore aller dans la décision du ministre qui semble être un rétropédalage, mais qui n'est pas un rétropédalage, je pense que ce sont les parents. Donc, tout part de l'éducation. Mais vous avez des parents qui estiment qu'on a beau faire un contrôle assidu des élèves, il y a toujours quelque chose qui échappe aux parents. Monsieur Fangwa, je veux vous dire, lorsque vous regardez l'horloge journalière, c'est 24 heures. L'élève ou l'étudiant passe 8 heures à l'école avec 2 ou 3 enseignants. C'est-à-dire chaque enseignant peut gérer 2 heures, 2 heures et demie. Il passe 16 heures à la maison avec les parents. Je vais vous prendre un cas simple. Lorsque vous envoyez votre enfant en vacances quelque part et qu'il rentre avec un vocabulaire qui ne vous est pas approprié, vous vous rendez compte que cet enfant était dans un milieu violent. C'est une forme de violence. Ces enfants sont d'abord des victimes d'un système que moi je pense avoir été mal élaboré. Parce que l'éducation, n'est-ce pas, qu'on essaye d'administrer à nos enfants depuis une certaine décennie n'est pas celle que nous avons reçue dans les années 70-80. Je ne suis pas si vieux. Mais je pense qu'à l'époque, on avait des cours de morale, d'instruction civique, et les parents savaient que quand ils confient leurs enfants à des instituteurs, vous choisissez l'école, parce que vous avez le background, vous avez, n'est-ce pas, l'écho de cette école. Mais aujourd'hui, il y a eu comme une déliquescence du suivi des enfants à l'école qui amène les parents à devenir les premiers responsables de l'éducation de leur... Ce que l'enfant devient demain, c'est le fait du parent. Tenez-vous pour chuter du Val. Lorsque vous voyez dans la rue, à 7h30 du matin, un enfant de 3 ans qui n'a pas la hauteur du premier pare-choc de la SUV qui passe en route, avec un bout de pain de 100 francs bien chargé, il va à l'école, il a 3 ans, 2 ans et demi, sans son parent. Vous allez dire que c'est la responsabilité de l'instituteur qui est à l'école? C'est celle du parent. Donc la première cause de ce genre de comportement est tout simplement une espèce d'abandon de la responsabilité que les parents devraient avoir vis-à-vis de leurs enfants. Ernest Nida, il est vrai que ce qui nous préoccupe ce soir, c'est davantage de comprendre quels sont les mécanismes que la communauté éducative devrait mettre en place pour faire face à ce type de dérive, avec notamment tous ces facteurs qui se multiplient et qui sont favorables à ces dérives-là. Mais pour arriver aux solutions, il faut d'abord faire un diagnostic pour savoir comment on en est arrivé là. Et c'est la question que je pose à Serge Henry, qui semble indiquer qu'il y a une première responsabilité des parents qui ont démissionné. Mais est-ce qu'à côté de la responsabilité des parents, il n'y a pas d'autres facteurs? On parle entre autres, par exemple, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quelle est la lecture que vous avez des causes de ces dérives dans nos établissements scolaires?
La lecture, pour moi, elle est simple. D'abord, elle est sociale. Sociale, pourquoi? Il a évoqué tout à l'heure que quand il était jeune, il y avait des mécanismes qui amenaient les gens à être sérieux. Oui, mais ça, c'est Et je me rappelle, 40 ans. ça ne fait rien, mais je reviens quand même pour dire que, M. Fangwa, quand je marchais en route, j'étais l'enfant de la société. Je n'étais pas l'enfant de mes parents seulement. Aujourd'hui, avec les nouveaux paradigmes qu'on nous impose, l'enfant a tendance à appartenir uniquement à son parent. Vous touchez un enfant en route qui fait ce qui ne va pas, c'est son parent qui vient vous attaquer. Nous avons signé les accords de Maputo et consorts. Parfois, on signe les accords sans savoir où est-ce qu'on va. On a dit pas de chicotte à l'école, pas de violence, pas de ceci pour l'enfant. L'enfant est devenu un roi. Dans une société africaine comme la nôtre, les gens ont programmé la mort de la société africaine. Et nous avons signé, nous avons dit oui. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes parce qu'ils sont devenus des petits rois. Nous devons assumer. On ne peut pas parler fort à un enfant. À l'école, le maître, l'enseignant, l'éducateur ne peut rien dire à l'enfant. Je veux vous raconter une anecdote. Je donne cours dans une classe. Un élève d'une autre classe vient perturber. Terminal D, je donne cours de philosophie. Et quand je réagis violemment, dans un établissement que je ne veux pas citer, le principal m'a livré. Parce que le parent est venu le lendemain avec un mandat d'amener du procureur. À l'école. À l'école. Et le principal me demande d'aller me mettre à genoux devant mon élève. Non, c'est pas vrai. En classe de terminale. Non, c'est pas vrai. Je vous dis ce qui est vrai. Là. Je n'ai pas envie d'inventer. Et vous voyez tout ce schéma. Pourquoi? Parce que le principal est dans les bonnes grâces du parent. Il faudrait qu'il montre au parent, non, je suis de ton côté. Cet enfant insolent, que doit-il faire? Les gens on défend le téléphone à l'école, mais cet enfant venait avec le téléphone à l'école. Je dis que c'est un problème social. À partir du moment où nous avons ouvert les vannes à tout, la société n'a plus de même mise sur nos enfants. Ça veut dire, c'est une sonnette d'alarme qui est très forte pour dire, il faut repenser l'éducation de nos enfants. Il faut penser encore, P-A-N-S-E-R, la société aujourd'hui, parce que nous, sur le terrain, M. Lemont-Pierre là et moi, ce que nous vivons dans les salles de classe, à l'école, dans la rue, comme il l'évoquait tout à l'heure, c'est dégueulasse. 2, il y a comme une certaine un snobisme des parents qui veulent que l'enfant aille à l'école à 2 ans, à 3 ans. Des parents qui veulent que l'enfant parte de la CIL pour le CE1, du CE1 -1, -1, 6e, 6e, 4e, 4e, seconde terminale. Chaque classe a quelque chose d'important pour l'éducation d'un enfant. Si ce n'est pas intellectuel, c'est social, c'est telle chose, c'est sagesse et consort. Quand on fait tout c'est bon, les enseignants complices, les parents complices, qu'est-ce qu'on veut? Alors, Raoul Mopi, lorsqu'on écoute les intervenants sur le plateau, on voit très bien qu'il y a une première responsabilité qui est celle des parents, et les enseignants, eux, étant pratiquement coincés entre le marteau et l'enclume, ont choisi visiblement la solution la plus facile. Dès qu'un enfant est indiscipliné, on le renvoie. Est-ce que l'exclusion définitive n'est pas une sorte de fuite en avant? Alors, je pense que tu vas vous poser une question qui est très importante. Vous allez me permettre de faire une petite virgule par rapport à ce que mon frère, collègue et ami, M. Yinda, a eu à dire. Et pour dire simplement que ce soit dans les collèges privés ou dans les lycées, de plus en plus avec notre société qui est devenue véritablement néolibérale, une société marchande, les élèves passent beaucoup plus pour être des clients en lieu et place d'élèves tels que nous les avons connus autrefois. Et en tant qu'ils sont les clients, les proviseurs et les fondateurs sont simplement ceux qui tirent à plus-value. Et je ne pense pas que dans notre économie marchande, où le client est roi, on peut penser que le vendeur peut être quelque chose. En fait, ce qui se passe est très sérieux. Je vais répondre à votre question. Mais quand même pour faire remarquer qu'à la faveur des programmes d'ajustement structurel, on a vu de manière lapidaire comment plusieurs parents ont eu à perdre leur emploi. Certains fonctionnaires, ou bien l'immense majorité, ils ont eu à voir les salaires coupés par 2, par 3, par 4, et ainsi de suite. Et la femme, qui était en vérité la gardienne de la maison, qui se chargeait d'encadrer, qu'elle soit lettrée, entre guillemets, ou pas,
les enfants s'est retrouvé dans le marché de l'emploi. Du coup, l'enfant s'est trouvé seul. Et c'est pour cette raison que je donne raison aux uns aux autres quand ils parlent, n'est-ce pas, de la civilisation de l'enfant roi. Et je crois que la question que vous posez touche un problème très sérieux, celle de la décision de Madame la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, qui, dans un premier temps, a choisi d'exclure les enfants du lycée de Kribi. On va simplement se demander, est-ce que si Lyonga elle-même, s'il lui arrivait, par exemple, de punir ses enfants, elle devait les taper, les balancer dehors, aller vous promener, tout ça. Moi, je crois qu'il y a ce qu'on appelle la réciprocité, n'est-ce pas, dans les actions que l'on pose. Et en bonne mère de famille, vous savez, cela fait relativement 2 semaines, j'ai débattu sur des questions similaires avec nos collègues de la radio pour faire comprendre que la décision de Madame la ministre était malheureuse et désolante parce que la finalité première de l'école. Quelle décision? C'est la décision première. Non, c'est le préfet, qui a exclu les enfants. Madame le ministre a plutôt été, je peux dire, bon, je ne peux pas appeler ça compatissant, mais elle a le cœur d'une mère. Elle a essayé de sauver l'année académique. On exclut les enfants, dans le cadre d'un conseil de discipline au sein d'établissements scolaires, conseil dirigé par le chef d'établissement. Voilà. Je veux en venir. Parce que vous savez, il y a eu, n'est-ce pas, une sorte d'avalanche de situations. Parce qu'il y a eu Kribi, il y a eu Kumba, il y a eu ci, il y a eu ça. Et nous savons que Madame le ministre a demandé, dans ce cas, qu'on exclue les élèves. Je ne pense pas que nous devons venir ici, n'est-ce pas, faire dans la langue de bois. Et je crois que c'est sur la radio Equinox que moi j'ai eu à dire que c'était une situation malheureuse. Que ce soit le préfet qui demande d'exclure les élèves, je ne comprends pas de quel droit. Je crois quand même qu'il y a non seulement un code disciplinaire, c'est un règlement intérieur. Il y a un règlement intérieur, c'est vrai. Il y a la commission. Mais c'est l'application stricte de ce règlement intérieur. Je suis en train de revenir. Il y a le règlement intérieur, c'est vrai. Il y a la communauté éducative, c'est vrai. Il y a aussi la fonction première de l'école. Parce qu'il faut se dire quand même que l'application de la loi, dans certaines circonstances, comme c'est le cas, avec toute la médiatisation que cela a eu et puis les réseaux sociaux qui ont accompagné l'événement, devrait permettre, n'est-ce pas, qu'on puisse agir avec rigueur et souplesse au même moment. Parce qu'il y a eu quand même 2 camps. Il y en a qui ont pensé que exclure les enfants des établissements, c'était justement leur ouvrir la porte pour leur permettre, n'est-ce pas, de se perfectionner dans cette activité nauséabonde qu'on a eu à observer. Mais il y en a quand même qui se sont aussi dit que les enfants qui ont eu à poser ce genre d'actes ne voulaient pas vivre en communauté et que, bon, dans tous les cas, il fallait qu'ils tracent leur voie et qu'on leur donne l'occasion de se recycler dans ci ou dans ça. Moi, je reste constant dans ce que j'ai eu à dire ailleurs pour simplement dire quoi? Pour dire que si on fait une lecture en amont, difficilement on va incriminer des enfants qui sont en vérité des victimes d'un système. Ils sont simplement les victimes émissaires d'un problème dont les origines peuvent être perçues. J'ai cité les passes, mais je peux aussi citer les pouvoirs, le pouvoir qui ont en charge la gestion des affaires de l'école. Tenez par exemple, si je prends l'exemple de mon lycée, le lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. Vous savez, à la faveur de certains aménagements dans le cadre de la loi d'orientation scolaire, on a eu à confier des missions stratégiques au conseil d'orientation. Mais malheureusement, si vous regardez très bien, pour mon lycée particulièrement, nous sommes à près de 5000 élèves pour 2 conseils d'orientation. Ça veut dire le ratio est de 2500 élèves pour un conseil d'orientation. Dans un contexte comme le nôtre. Vous avez beaucoup de chance, vous en avez. Dans un contexte comme le nôtre, je ne vais pas parler des zones d'éducation prioritaires qui n'en ont évidemment pas. Ou bien dans certains lycées où les conseils d'orientation sont convertis en professeurs de français, professeurs d'histoire-géographie, professeurs ceci ou cela. Dans une situation comme celle-là, si vous regardez très bien, les problèmes structurels sont tellement forts pour que nous puissions ici, là, chercher, n'est-ce pas, à agir sur les effets au lieu d'agir sur les causes. Raoul, il y a 2 situations. Oui. On est dans un cas précis. Oui. Il y a peut-être des mesures à court terme qu'il faut prendre, des mesures conservatoires, et peut-être réfléchir maintenant sur le long terme pour voir effectivement comment extirper cette gangrène. À l'instant, on prend la décision d'exclure définitivement les enfants. Vous dites que ce n'est pas la meilleure solution. Il faut faire quoi exactement à ce moment? Alors, moi je reste constant. Je dis, exclure les enfants n'était pas la solution. C'est un peu comme si on veut guérir le palu en cassant le thermomètre. Je pense que les spécialistes
que ce soit en psychologie, que ce soit en psychopédagogie, que ce soit dans l'orientation scolaire, ont, n'est-ce pas, des thérapies efficaces pour résoudre des pareilles situations. Okay. Parce que j'ai voulu que tout le monde nous comprenne. Ceux qui sont, par exemple, au quartier, dans les marchés, qui savent nous comprendre. Si, par exemple, vous avez un enfant qui pose des problèmes d'adaptation, est-ce que la solution, c'est de l'exclure de la maison? 3 points d'exclamation. Alors, docteur Fouda, vous avez écouté les interventions sur le plateau. Il y a donc la question de la sanction. Et on revient donc à l'une des mesures énoncées dans le sillage de la résolution de cette crise entre griffes au lycée bilingue de Kribi. L'accompagnement psychologique, psychopédagogique dont on parle. Il s'agit de quoi? Comment cela se fait? Est-ce que c'est la solution idoine dans le cas d'espèce? Alors, accompagnement psychologique, psychopédagogique dans un cas comme celui-là, en tant que solution idoine, je crois qu'on y reviendra. Je voudrais tout d'abord recadrer, d'abord pour m'aligner et saluer les différentes interventions, tout en saluant aussi les décisions des autorités administratives, mais je voudrais recadrer. Pour dire que effectivement, j'ai entendu parler de la responsabilité des parents. J'ai entendu parler de la démission sociale, de la démission de l'encadrement social. J'ai entendu parler de la mercantilisation de la société. En fait, tout ça, effectivement, comme les différents intervenants sur le plateau l'ont dit, nous sommes face à la déliquescence, j'ai entendu le mot, mais en fait, je parlerai d'une obsolescence sociale programmée, comme mon voisin de gauche le disait. Alors, quand on parle d'obsolescence programmée, ça veut dire que, en réalité, nous faisons semblant, de manière structurelle et de manière, je veux dire, stratégique, nous faisons semblant d'envoyer des enfants à l'école, de leur apporter du suivi, de leur acheter des gadgets, de les nourrir, de respecter leurs droits, de faire tout ce qu'on peut imaginer dans le cadre de l'encadrement des enfants, mais sans pour autant toucher du doigt l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est ce qui est écrit dans les fondamentaux de l'éducation au Cameroun, à savoir que le système éducatif camerounais contribue à forger, à mouler un citoyen modèle, j'ai envie de dire, pour la société camerounaise. Alors, ce citoyen modèle, avec quels moyens est-ce qu'on le moule? Effectivement, les parents sont, on a envie de dire, dépassés. Avec des charges sociales et parfois le nombre d'enfants qui est considérable. Et puis l'environnement mondial. Un environnement caractérisé par la porosité, par l'interchangeabilité, par la transparence des cloisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière entre les modèles éducatifs, ne fût-ce que dans les différentes concessions. Vous partez d'une maison à une autre, les modèles d'encadrement des enfants sont tout à fait différents. Donc, je voudrais dire que face à cette programmation du nihilisme, c'est-à-dire que mon voisin de gauche disait que la société africaine est programmée à disparaître. Mais à disparaître de quelle façon? À disparaître par des moyens politiques et sociaux de saupoudrage de l'éducation. Et lorsque nous avons dit ça, je voudrais en réalité, rétablir autant que faire se peut les responsabilités. Je vous ai dit que je saluais la décision des autorités, la décision de la communauté éducative, parce que face à un fait... Laquelle? Puisqu'il y a une décision d'exclusion définitive des enfants et en même temps une décision d'accompagnement psychopédagogique de ces enfants exclus. À mon avis, toutes ces décisions ne sont pas contradictoires. Moi, je ne perçois pas de contradiction dans les différentes décisions. Je veux un suivi, une évolution. La première décision qui a été salutaire était d'exclure les enfants du cadre scolaire. Et nous en avons parlé, mes copanélistes parlent des multiples interventions que nous tous avons eues dans sur différents plateaux. Oui. Nous disons que effectivement, il y a eu un acte qui a été posé.
par rapport à cet acte, il y a des décisions à prendre. Dans le cadre de l'enceinte de l'établissement, et il n'était pas, je veux dire, déontologique de continuer à garder ces enfants dans cet espace-là. Mais sur le plan largement social, comme dit le prof de philo, sur le plan social, on ne peut pas non plus jeter l'enfant avec l'eau du bain. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je crois que c'est ce que fait Madame le ministre en recadrant, en reprécisant la décision, non pas en acceptant une énième fois, comme on a l'habitude de le voir dans certains établissements, on exclut et puis à cause des palabres, des jérémiades des parents, le proviseur, on réadmet. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement d'une évolution dans une décision éminemment sociale. Mais sur cette question d'accompagnement psychopédagogique, de façon précise, comment ça se fait? Alors, nous étions encore en train de parler de la sanction. Oui. Voilà. Et sur le plan de la sanction, nous parlons de l'évolution qu'il y a eu dans la sanction. Oui. Mais quant à l'encadrement psychopédagogique, je pense que nous avons lu le résumé de la communication ministérielle du CELCOM, du ministère de l'Éducation, des enseignements secondaires. Nous savons bien qu'il s'agit d'abord d'un double aspect. Un premier aspect pédagogique, c'est-à-dire que les élèves en question seront placés dans une classe spéciale. Cette classe spéciale... Hors du lycée. Hors du lycée, enfin, ça ne peut pas être dans l'enceinte du lycée, on l'a déjà dit. Donc, si c'est hors du lycée, et il a été précisé que les enseignants de ces élèves sont allés, parce qu'il semble qu'ils ont même eu des bulletins de notes et tout, et on aurait dû recouper toutes ces informations. Je pense que sur le plan purement pédagogique, on a voulu sécuriser quelque chose qui est très important pour notre société, à savoir l'avenir de ces enfants. Deuxièmement, il y a l'accompagnement psychologique. Parce que nous avons vu ici, nous avons insisté sur le fait que les enfants, en l'état de notre éducation, en l'état de notre société, au regard de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, les enfants en réalité sont des victimes, des innocents, et ces innocents ne peuvent pas être punis en lieu et place de nous. Nous, en tant qu'encadreurs, nous, en tant qu'enseignants, nous, en tant que surveillants généraux, nous, en tant que communauté éducative et communauté familiale. Donc, je pense que sur le plan psychologique purement, il y a d'abord l'accompagnement en termes de reconnaissance de la gravité du geste posé. Donc, cette reconnaissance de la gravité du geste posé amènera une prise de conscience chez l'enfant, et après, il faudra l'accompagner pour qu'il puisse retrouver la norme. Mais, alors, parlons de normes, il faut bien établir de quelle norme il s'agit. Il faut que l'enfant ait des repères, qu'il ait des modèles. Et quels sont les modèles de l'enfant aujourd'hui? Bonne question. Sur cette question-là, Serge-Henri Kelbé, de façon concrète, est-ce que vous voyez comment cela va se faire? Non, Duval, écoutez, je pense que la décision du ministre est une décision prise après certainement un conseil ministériel et une décision certainement mûrement réfléchie. Il était question ici, n'est-ce pas, de sauver l'année académique de ces enfants. Parce que là, on dit qu'on va créer un terminal spécial. C'est facile à faire. Pour ces élèves-là. J'ai déjà compris, Duval. Et puis les enseignants iront dispenser des cours là-bas. Duval, c'est faisable. C'est faisable. Dans la mesure où vous ne pouvez pas me dire que parce que vous avez pris une grossesse à 15 ans que vous ne serez pas docteur ou ingénieur. On connaît plusieurs dames ici dans la République qui ont fait des maternités accidentellement à 15, 16, 17 ans et qui sont des grandes femmes aujourd'hui dans cette République. C'est des erreurs qui arrivent parce que ces enfants sont, comme le docteur a dit, victimes de notre société. Une classe comme celle-là, spéciale, d'abord, ils auront les mêmes cours, ils auront tous les cours qu'on doit faire en classe de première ou de terminale, et certainement, ils auront un ou deux autres modules avec un suivi et des consignes des parents qui seront donnés pour qu'ils essayent de revenir à la normale, parce que les actes que nous voyons ou que nous avons vus sont des formes de violence. Duval, la violence n'est pas seulement physique. Cette violence peut être verbale. Donc, ces enfants
sont violentés dans l'acte qu'ils posent sans savoir. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se souiller dans leur jeunesse sans savoir que demain, quand ils grandiront, ils auront besoin d'avoir une image assez propre. Ne me dites pas aujourd'hui que, parce qu'on a parlé de l'affaire Nathalie Nkoa, que sa vie est gâchée. Non. Donnons-lui une chance. Elle a sa chance. Je pense que c'est une opératrice économique. Aujourd'hui, déjà qu'elle n'était pas étudiante. Mais ces étudiants sont regardés du même œil. C'est-à-dire, on les voit, c'est des souillures. Mais autant que non. Les parents sont les premiers à devoir se ressaisir et dire c'est pas digne de l'éducation que nous voulons vous donner, parce que nous avons un rêve pour vous, c'est de faire de vous des hommes, des citoyens modèles, tels que le docteur l'a dit, et des gens qui auront leur place dans la société avec vraiment une fierté de l'être. Donc pour ma part, Duval, il faut essayer de prendre la décision de Madame le ministre comme la décision d'une mère ou d'un parent qui veut sauver l'année académique de ses enfants. Aujourd'hui, nous sommes en pleine pandémie. Je vous assure, Dival, par rapport à cette pandémie, on veut sauver des vies. Mais si on dit aujourd'hui que l'année académique s'arrête là, au deuxième trimestre, beaucoup de parents seront mécontents. Alors, Ernest Inda, sur l'opérationnalité de cette mesure-là, vous représentez ça, si je reste sur le cas que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas risible, mais on vous a demandé de vous mettre à genoux. Vous a demandé de vous mettre à genoux devant un élève. Alors, et puis plus tard, on fait un peu de fiction. Hein. Cet enfant-là, peut-être il est renvoyé à l'établissement et puis on vous demande après d'aller lui dispenser des cours, je sais pas, dans un truc non loin de là. Vous représentez ça, c'est possible? Bon, le schéma, je ne peux pas dire oui ou non, parce que le schéma est complexe. Il est complexe comment? D'un côté, il y a parfois des affinités, comme ça, un amour incestueux, pas dans le sens du mal, hein, entre les élèves et les enseignants. Ça veut dire qu'un enseignant qui a un peu du cœur peut dire « Ah, je continue à éduquer. » Malgré tout. Parce qu'il y a l'instruction d'un côté, l'éducation de l'autre côté. Il dit « Je continue à éduquer malgré tout. » Donner une nouvelle chance à quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un a été blessé dans sa sensibilité et qu'il estime que ce n'est pas normal, et qu'on lui dise d'aller donner cours, il peut aller, et tous les programmes et projets qu'on a mis sur pied, il va les détruire. Ça vous donne ça, c'est dans votre cas. Maintenant, dans le cas où ce qu'on envoie ne doit pas nécessairement être ce que leur donne cours. Qu'est-ce qu'on voudrait faire ces enfants? Et quel est l'enseignant qui est capable de le faire? C'est la question. Parce que tout ne sont pas suffisamment outillés. Parce que ça devient un sujet délicat. Comme Dr Safouda disait tout à l'heure. En même temps, il faut sauver les enfants sur le plan académique, il faut sauver les enfants sur le plan psychologique. Surtout que il faudrait faire quoi? Ces enseignants qu'on y envoie doivent être choisis parmi les enseignants, ceux qui ont le cœur, ceux qui ont un mental capable d'entrer dans le projet de sauver ces enfants. S'ils n'ont pas ce profil, ils vont aller gâter ce qu'on aura. Mais est-ce que cette mesure va être appliquée à tous les élèves du Cameroun qui sont retrouvés dans la même situation? Parce qu'on a parlé du lycée de Kribi, hein? Il y a d'autres cas. On a parlé du Douala, des DEA. Duval, c'est pour ça que pour prendre une solution à long terme, c'est à la maison qu'il faut commencer à agir. Parce que toute solution qu'on prendra au niveau de l'école sera une solution superficielle. Oui, là, il y aura de long terme. Mais maintenant, on est en train de parler de sauver l'année scolaire. Et je rappelle que dans le cas de ces enfants-là, ces 14 élèves du lycée de Kribi, par exemple, pour rester sur cet exemple-là, on a écouté le proviseur qui disait que c'était la fine crème du lycée. C'était les meilleurs élèves qui, depuis 6e, n'avaient jamais repris aucune classe dans ce lycée-là. Il était question de les sauver. C'est une classe où on attendait 100% en même temps au baccalauréat. Aussi, Duval, il y a une chose qu'on doit reconnaître. Hein. On n'a pas de sociologue ici. Mais on dit souvent que la masse est bête. Hein. Il y en a qui ont fait peut-être par suivisme. Il y en a qui ont fait peut-être par... Si on peut analyser, on fait la casuistique ici, on va trouver que c'est la masse qui a fait. Mais dans cette masse-là, il y a des choses qui ont motivé cela. Va-t-on sacrifier tout ce monde-là pour ça? C'est la première question. Maintenant, si vous voir, ils l'ont fait à Kribi, si on le refait à Ngaoundéré, à Tchang, à Bourmakak, on va faire comment? C'est encore une autre question. On ne souhaiterait pas que cela soit généralisé, qu'on se limite à ce qu'on a là, mais je crois que l'État, le gouvernement ou le ministère pose un problème régalien en disant tout citoyen a droit
à l'éducation. Ces enfants-là sont en train de fauter avec les mesures que je viens de suivre là tout à l'heure, qui sont les meilleurs élèves du lycée, qui ont commencé depuis la 6e. Ça montre quelque part que aussi, le lycée, sans me tromper, est interpellé, a échoué quelque part. Parce qu'on peut avoir les élèves formés depuis la 6e et qui arrivent à ce point-là, il y a problème. Si il y a problème, le lycée est interpellé. Mais si on prend cette mesure de les accompagner, ce n'est qu'une bonne mesure. Parce que, je vais être un peu pasteur, le royaume des cieux, on est fiers d'une seule brebis convertie que de 99 justes. Si on peut sauver cela, ils peuvent aider le Cameroun. J'ai vu des enfants, dans leur orgueil, qui ont mal fait. Moi, je suis sorti d'un quartier très difficile, à Nouvelle. J'allais voler avec mes amis du quartier. Mais parce que papa était sévère et maman, quand on allait prendre les choses, tout ce que je prenais, je ne pouvais pas aller amener à la maison. Je vendais à mes amis, vil prix. Pourquoi que papa, parce que papa me dit, amène-moi là où tu as pris ça. Le son de cloche sonne dans la conscience, papa n'aime pas ça. J'ai été sauvé. Ça veut dire que si on met ses enfants dans ces conditions, ils peuvent même être des modèles et des conseillers pour d'autres demain. Raoul Obi, sur l'opérationnalité de cette mesure, je vous ai vu sourire tout à l'heure en écoutant les autres. Vous voyez, depuis je suis en train de rire parce que vous croyez que c'est pas j'ai une autre manière d'appréhender ce problème. Vous savez, je parle pour être compris par l'immense majorité des personnes. C'est un peu comme si on est en train de nous dire que dans votre maison, il y a un enfant qui pose des problèmes d'adaptation. Vous le retirez de la chambre de ses soeurs ou de ses frères. Vous improvisez un magasin quelque part. Vous le cloîtrez là-bas. Qui est un marabout, un féticheur. Oui, ça peut marcher, ça dépend de ce qu'il va faire. Un exorciste, vous le ramassez là, vous venez le placer. Mais les parents qui font ça, bon, ils ont les enfants. Pour être un peu plus sérieux, il y a la perception que la maison, la famille aura de ce genre d'enfants. Et si on ramène cela au niveau de l'école, c'est la même chose. On aura l'impression que voilà une classe de pornographes. Et parce qu'ils ont posé des problèmes spécifiques, on leur a trouvé un espace pour les cloîtrer là-bas et chercher des gens comme ça, là, un peu comme des parias. Moi, je crois que c'est une forme d'exclusion. C'est la discrimination. Ce n'est pas normal. Parce que je crois quand même que si on radicalise, n'est-ce pas, les prémices méthodologiques que Mme Fouda, le docteur Fouda et M. Kelkal ont eu à poser, on arrivera à des conclusions différentes. Parce que justement, quelle est la vocation de l'école? Et si on considère que l'école n'est pas une institution métasociale, vous pensez que ceux-là, qu'on pose comme les purs, qui sont dans les autres salles de classe là, ils n'ont rien à se reprocher du point de vue du comportement? Moi, je ne perçois pas le problème de cette manière. En même temps, on peut faire comme si on n'avait rien fait. Je crois que le problème est compliqué, mais la manière de le résoudre peut permettre que on suive des pistes, n'est-ce pas, particulières, pas dans le sens, n'est-ce pas, de créer des salles de classe où on met X, et si c'est en Gaound, on se pose, on met Y là-bas, si à Kumba, c'est X ou c'est Y. Moi, je reste convaincu qu'il y a ce qu'on appelle les thérapies de masse. Les thérapies de masse. Les thérapies individualisées qui frisent un peu l'exclusion, dans ce cas de figure, peuvent contribuer à frustrer davantage ce qu'on veut arracher, n'est-ce pas, de la perdition. Parce que si moi je suis à leur place, tout le lycée saura que dans la classe là, c'est les pornographes. Mais la classe n'est pas au lycée. Je me dis qu'ils doivent assumer quand même. Non, tout le lycée saura que voilà les pornographes. Mais même si on les garde dans le lycée, c'est la même chose, non? Monsieur Duval, comprenons-nous. Tout le lycée saura que voilà les pornographes. N'est-ce pas? Si on ramène au lycée, l'option simpliste sera de dire que ils vont venir contaminer les autres. Que les autres sont comment? Moi, je reste sur un postulat simple. Ayons le courage de le dire aujourd'hui. Nous sommes tous les pédagogues. Nous sommes les parents. L'école, aujourd'hui, influence à moins de 10% aujourd'hui la transmission des savoirs. L'école n'a plus le monopole de la transmission des savoirs. Il y a les revues, il y a les journaux, il y a les médias, il y a la publicité, il y a les réseaux sociaux. Et s'il faut arriver à un niveau où on pense que les enseignants sont devenus des féticheurs, que c'est sur leur tête que repose
La construction de la société, c'est se tromper. Mais sur cette mesure, précisément, il semble que l'objectif, c'est davantage de sauver l'année scolaire pour ces enfants. Moi, je crois plutôt que il faut ramener ces enfants dans les salles de classe. Et penser plutôt des stratégies de communication de masse. D'abord, convaincre ces enfants qu'ils ont fauté, mais ils ne sont pas perdus. Les excuses de la société seraient plus préjudiciables pour eux, n'est-ce pas, que de les ramener auprès des autres. Parce que si on... Oui, allez-y. Oui, parce que si je veux emboîter le pas à M. Yinda, qui a fait comprendre que il y en a parmi eux qui sûrement ont posé l'acte par effet de mode. Mais il y a la conscience de chacun. Il y en a qui, pendant ce temps, cet espace vide, ont clairement pris conscience, n'est-ce pas, de la gravité de l'acte qu'ils ont posé et qui n'ont pas eu besoin, n'est-ce pas, des décisions du ministre pour s'amender pour eux-mêmes. Très bien. Rapidement, en une minute, Dr Fouda, une réaction sur ce tour de plateau avant qu'on ne retrouve Ghislaine Berthe-Bissay. Alors, je crois que nous sommes en train de complexifier un problème qui n'en était pas autant au début, parce que c'est vrai qu'il y a la notion d'acteur bienveillant face à une situation de déviance ou de criminalité. Il y a un acteur bienveillant. On peut reconnaître qu'il y a des élèves qui ont eu un effet de suivisme, qui sont allés, qui étaient spectateurs, qui étaient curieux. De toute façon, on a déjà eu le temps, sous d'autres occasions, on a eu d'autres occasions d'en parler. Mais je voudrais dire qu'il faut qu'on rétablisse les responsabilités. Ce dont il s'agit ici, ce n'est... nous ne sommes en train de juger personne. Il y a des faits et les faits sont têtus. Alors, qu'on dise que les élèves qui ont été sous le coup du règlement intérieur peuvent continuer à rester à l'école. Je ne sais pas quel est le signalement. Voilà, alors, on va revenir sur cette question derrière le journal de 20h. La première partie de cette émission d'Equinox ce soir s'achève à l'instant. Nous retrouvons tout de suite Ghislaine Berthe-Bissay pour la vitrine du 20h. Ghislaine Berthe, bonsoir. Bonsoir à vous Duval Fangwa, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Au menu du 20h, la colère des populations de Marois 2e après la démolition de leur maison d'habitation. Les autorités administratives les accusent d'avoir bâti sans titre de propriété. Et Duval, nous parlerons également de la réadmission des 14 élèves qui avaient été exclus au lycée bilingue de Kribi pour pratique de pornographie. Le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, a décidé de créer une terminale bilingue spéciale pour leur encadrement. Vous l'écouterez dans le 20h. Et enfin, Duval Fangwa, nous parlerons de cette cabale contre Afriland First Bank, la filiale du Congo. 2 ex-employés accusent cette banque de blanchiment de capitaux et de corruption, des dénonciations dénuées de tout fondement pour des citoyens congolais qui ont été condamnés à mort par leur justice pour faux et usage de faux. Duval Fangwa. Voilà, Ghislaine Berthe-Bissay, on vous retrouve donc dans quelques minutes pour la grande édition du journal de ce soir. Quant à nous autres panélistes, nous vous retrouverons après le journal de 20h dans la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Retour donc sur le plateau d'Equinox soir, Dr Fouda. Avant le début du journal, on évoquait donc ces solutions qu'il faut envisager pour définitivement mettre un terme à ces dérives qui sont observées au sein des établissements scolaires. Oui, effectivement, j'étais en train d'établir les responsabilités. D'abord pour recadrer et dire qu'en réalité, nous ne pouvons pas condamner les décisions qui ont été prises, que ce soit dans le sens de l'exclusion de ces enfants. Même si nous reconnaissons qu'ils sont innocents, nous reconnaissons tout de même aussi qu'ils sont en fait des acteurs qui ont posé des actes préjudiciables, qui sont condamnés par le règlement intérieur de l'institution scolaire à laquelle ils appartiennent. Et pour cela, ils ont été sous le coup d'une décision du conseil de discipline. Et parallèlement,
ce n'est pas pour autant, c'est-à-dire autant nous condamnons cet acte, ils sont déjà punis pour ça, autant la société a besoin de les sauver, si je peux utiliser ça entre guillemets, de les sauver, de sauver leur année et de pouvoir leur donner l'occasion de se racheter en tant que tel. Cette terminale spéciale bilingue a été créée et c'était déjà une bonne solution, mais nous avons envisagé sur ce tableau des solutions holistiques. Et les solutions holistiques dans le sens des thérapies, je ne veux pas dire de thérapie de groupe, mais tout de même des solutions structurelles, des solutions gouvernementales, des solutions aussi pédagogiques. Mais nous retenons aussi que les verrous, le système éducatif avait élaboré des verrous qui permettaient d'atténuer ce type d'acte, ces verrous permettaient de recadrer, de recentrer les comportements libidinaux des enfants, mais malheureusement ces verrous ont été levés. Nous n'allons pas revenir sur le débat du livre de 5e qui recadrait exactement ce type de déviance et qui malheureusement a été l'objet d'une polémique. Mais au point où finalement le livre a été retiré. Au point où la leçon a été retirée du livre, enfin le livre a été retiré exactement. Et je pense que ce type d'action, ce sont des actions très importantes qui permettent d'expliquer le problème que nous vivons aujourd'hui avec la dérive des enfants qui se laissent aller à des pratiques hors normes sur le plan tout au moins des normes sociales de référence, sur le plan des normes de la réglementation en vigueur dans leur milieu. Alors, vous avez parlé des responsabilités. On a bien vu qu'avec les parents, par exemple, du lycée de Kribi, ils estiment qu'il y a un problème qu'il faut régler. Ils parlent notamment du statut juridique de cette classe-là qui va être créée. Ils ne comprennent pas. Ils estiment que c'est un problème. En réalité, les parents, effectivement, nous l'avons vu, s'interrogent sur le statut juridique. Enfin, il y a lieu de dire que, je ne sais pas, les parents font un peu de la cachotterie d'Autriche. Ils savent très bien que l'établissement a décliné sa responsabilité vis-à-vis de ses enfants. Ça veut dire que ces enfants deviennent des candidats libres. Des candidats libres, on aurait dû les remettre à leurs parents pour que leurs parents s'arrangent à terminer leur année. Mais je crois que la décision que prend Madame le ministre est une décision politique qui permet tout de même de sauver ce qu'il y a d'essentiel. Au-delà, même si nous avons des prisons dans nos villes, mais ces prisonniers au sein de ces prisons restent d'abord des citoyens camerounais. Et c'est en cela que le ministre décide d'accorder une chance à ses élèves dans cette classe spéciale. Il ne faut pas que les parents en demandent trop. Alors, il ne faut pas que les parents en demandent trop. Moi, à la place des parents, je saluerais d'abord la décision de l'autorité de tutelle et je ferai confiance à la sagesse de cette autorité. Nous avons dit ici que la décision a été prise je veux dire au terme d'une concertation. Ça veut dire que ce sont des experts qui se sont assis et qui savent exactement la faisabilité, l'opérationnalité d'une telle décision. Mais la préoccupation des parents, quand même, ça peut paraître fondé. Hein. Ces gens qui se demandent, alors, il y a des enseignants qui ont été mobilisés, comme dit le texte du ministre, pour aller faire cours là-bas. C'est quoi? C'est les vacations, c'est le bénévolat. Et ces enfants-là, le statut, ça va être quoi? Parce qu'il faut bien qu'on sache, hein, s'il y a un cas d'accident, est-ce que c'est l'assurance, est-ce que c'est pas l'assurance? Bref, il y a quand même cet ordre de préoccupation qui amène les parents à se poser des questions. Duval, on ne peut pas se mettre dans une situation où on exclut, n'est-ce pas, que la décision de Madame le ministre n'était pas la décision adéquate. Moi, je pense pour ma part que c'est une décision qui est médiane entre celle qui a été d'abord prise avec le préfet en conseil des enseignants, qui était en conseil de discipline, qui était d'exclure, n'est-ce pas, carrément ces enfants et qu'ils aillent se débrouiller au quartier. Mais en allant se débrouiller au quartier, il n'y aurait pas la récupération que Madame le ministre, en tant que mère, en tant que femme politique, pense pouvoir à ses enfants.
Donc, il a fallu de manière officielle dire que ces enfants vont reprendre les cours hors du lycée, mais dans une classe de terminale qui ne sera pas à l'enceinte de l'établissement. Et bien entendu, je pense qu'il y a des modules, n'est-ce pas, réglementaires qui seront donnés à ces enfants. D'abord, tous les cours de terminale qu'ils avaient, et je l'ai dit tantôt, plus certainement d'autres modules sur le civisme, la morale, pour essayer de récupérer ces enfants qui, n'oublions pas, avaient de très bonnes notes ou ont de très bonnes notes. Donc, il ne faut pas jeter Donc, vous pensez qu'il y aura un temps spécial ou en dehors des disciplines? Non, ce sont des modules qui seront ajoutés. Ils iront certainement à l'école de 7h30 à peut-être 16h et peut-être même plus, parce que ce sont des enfants qu'il va falloir occuper. Il faut les occuper. C'est l'oisivité. Quand les enfants trouvent des failles, ils vont errer, ils vont faire ce qu'on appelait l'école buissonnière. Au lieu d'aller à l'école, ils vont cueillir des mangues, ils vont errer dans des bars. On le voit ici dans les grandes villes. Et donc, Kribi étant une ville touristique, comme vous l'avez vu, on a parlé beaucoup de la Thaïlande, de l'Indonésie, où il y a eu un tsunami. Tout le tourisme sexuel dans ces villes côtières, bannières, est vraiment... est un risque pour ces enfants, et ces enfants sont exposés à tous ces risques. Il va donc falloir qu'ils soient interpellés ou alors conscientisés sur le fait qu'une ville comme Kribi, on peut tout trouver. Tout trouver. Et c'est dans le même lycée que parfois on a trouvé des enfants qui sont morts par noyade à des heures de classe. Au lieu d'aller à l'école, ils étaient au bord de la plage qui est juste en face du lycée et qui se sont fait appeler par des autres. Avant cela, il y a eu l'affaire du porte-monnaie magique. Voilà, dans le même lycée. tout à fait. Alors, Ernest Yinda, dans le journal, on a également suivi cette actualité en rapport avec les subventions des établissements privés, laïques et confessionnels, je suppose. Hein. Oui. Le MINFI cherchait les traces de 8 milliards de francs CFA accordés à ces établissements scolaires. Je crois que si le MINFI fait bien son travail, et on dit 5 ans c'est même peu, hein, parce que je suis enseignant depuis des années, si on remonte déjà depuis au moins 15 ans, beaucoup d'établissements vont fermer, parce que les promoteurs d'établissements ne sont pas sérieux. J'ai vu, je vous dis, parce que j'ai entendu. On a dit certains, parce qu'on est poli, je dis ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sérieux, je dis pas certains. Comment? Quand on envoie les subventions, ils écrivent vos noms là, ils cachent, ils couvrent là, on vous dit signer. Vous signez pourquoi? Et comme il y a la précarité du travail... Là, vous parlez de l'établissement scolaire. Oui, l'établissement scolaire. Alors, on demande aux enseignants de venir signer. De venir signer. Ils signent ce qu'ils ne savent même pas et qu'ils n'ont même pas touché. Je vous dis que si on fait nous dit sérieux... Non, monsieur, vous faites un peu confusion. Les subventions ne sont pas données comme supplément des salaires. Les subventions sont données pour peut-être des adductions de points d'eau, pour des lacunes. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas mais c'est à ça que c'est les subventions. C'est moi qui ai la parole, je vais parler. Les subventions, ce n'est pas pour ce dont vous parlez. Les subventions, c'est des rallonges pour les salaires des enseignants. Ça, je le dis parce que j'ai pris part à des réunions sérieuse à Yaoundé pour cela. Cette année, en tant que syndicaliste. Et cette année, j'étais à la réunion au début de l'année. Le mémorandum que donné pour le syndicat portait la mention des subventions qui n'arrivent pas au niveau des enseignants. Et j'ai mentionné cela. C'est déposé à Yaoundé. Donc quand le ministre revient dessus, c'est parce qu'on a fait des recoupements et on le sait. On ferait comme ailleurs, dans d'autres pays, au Tchad, au Gabon. Et c'est vrai que quand le MINFI le dit, on fait un lien avec une opération qui a eu lieu ces jours-ci. Ces jours-ci, avec dans certains établissements scolaires privés, effectivement, on a vu des inspecteurs descendre pour venir faire des contrôles dans ces qu'est-ce qu'on fait donc? On donne aux enseignants émargés depuis 10 ans, 5 ans, 8 ans. Vous émargez, vous ne savez pas pourquoi vous émargez. Et on vous demande, le promoteur vous dit, c'est mon établissement, vous n'avez rien à dire. Quand je fais constitution, vous n'étiez pas, ces subventions-là, ça me regarde. Et vous signez. Et pourtant, c'est les rallonges qu'on donne pour que les enseignants soient mieux traités. En fait, les pièces que ces enseignants signent, c'est pour permettre à ces promoteurs à justifier l'argent qu'ils ont reçu. Et pourtant, les enseignants n'ont pas touché un seul radis. Et ça, j'ai fait des enquêtes au niveau du syndicat pour voir si les enseignants ont souvent touché ces subventions et jamais de la vie. Ça, c'est une chose réelle et vraie. Mais quand vous parlez des enseignements privés laïques? Privés laïques et privés confessionnels pour certains. Confessionnels aussi? Oui, il y en a.
Chez les religieux, là. Oui, il y en a. Donc, ça veut dire que si on fait une enquête sérieuse là-dessus, vous allez voir que beaucoup de promoteurs vont prendre la clé des tempêtes. Ça veut dire qu'ils vont quitter le Cameroun pour aller ailleurs. Mais à côté de cela, il y a un autre problème qui est le problème même de la répartition de ces subventions. Lorsqu'on regarde la clé, j'ai eu la possibilité de jeter un coup d'œil sur la clé de répartition de ces... Mais les chiffres sont ahurissants. Parfois, vous avez, Serge-Henri Kelbé, à tout hasard, je ne vais pas donner le nom d'établissement, vous avez un établissement privé, laïque, qui n'apparaît nulle part dans le palmarès de l'Office du baccalauréat, qui est présenté comme une sorte de vitrine qui permet de voir quelles sont les meilleures établissements du Cameroun. Vous avez un collège qui n'apparaît nulle part là-bas, qui a 4 fois plus de subventions en termes de montant qu'un établissement scolaire qui est dans le top 5 dans ce palmarès-là. Et du coup, la question se pose, c'est sur la base de quoi on fait cette répartition d'argent. Le ministère est même dépassé par rapport à ça. Parce que la base, d'abord, c'est les SEDUC. C'est parce que les subventions ne passent pas par l'établissement directement. Ça passe par les SEDUC. Il y a le SEDUC islamique, SEDUC catholique, SEDUC protestant. Mais qui fait la répartition? C'est le ministère qui fait la répartition sur la base de... Le SEDUC se charge juste... Donc le SEDUC est comme un bietteur. Comme un bietteur. Et même qui propose aussi parfois, avant, c'est celui qui proposait l'établissement et qui devait recevoir les subventions. Tout à fait. Mais quand on a vu que c'était un peu biaisé... Donc quand la liste part du SEDUC, ça arrive à Yaoundé, les gens travaillent encore sur les listes. Et puis on renvoie. Et on a vu maintenant que les SEDUC sont un peu... complaisant, tout ça, ça a commencé à transiter par une cellule spécialisée dans les délégations départementales ou bien régionales. Voilà comment cela se passe. Et c'est des choses bien ficelées. Pour dire, comme vous venez de dire, j'ai pris part à la réunion l'année passée, ici à Douala, où certains venaient se plaindre. Mon financement ne figure pas. Pourquoi? Monsieur Séduc, non, si mon argent arrive, vous aurez 10%. C'est tout un marché. Donc, si le MINFI se met dans ce dossier, beaucoup de promoteurs vont fuir ce pays. Parce que les enseignants n'ont jamais rien eu de ce qu'ils envoyaient. Ça fait penser à l'histoire de la police, où selon certaines indiscrétions, lorsque tout le travail est fait par les techniciens, une fois que les listes arrivent au niveau de la délégation générale de la Sécurité nationale, il y a des gens qui, dit-on, ne sont même pas forcément des policiers, qui tripatouillent. Et puis, par la suite, on se retrouve avec des gens qui étaient en retraite, déjà, qui reviennent comme délégués régionaux. L'extrême nord. Alors, Raoul Emopi, toujours dans le cadre de cette subvention-là, il parle des assemblées privés, laïques et confessionnels qui ont du mal à montrer patte blanche en ce qui concerne la gestion transparente de ces subventions. Au niveau du lycée, vous devez être des saints. En fait, la sainteté et la pureté ne sont pas de notre monde. Vous allez me permettre de faire une petite virgule parce que j'ai commencé un développement tout à l'heure avant que nous ne passions à autre chose. Pour dire quand même que quand j'ai fait remarquer que lorsqu'un enfant pose des actes répréhensibles à la maison, on le laisse pour le magasin, je sais quand même que de mémoire d'enfant, habituellement lorsque un enfant indélicat posait certains actes, que le père ou bien la mère avait des difficultés à gérer, il arrivait parfois qu'en amont, ils essayaient de discuter avec soit un oncle, soit une tante, et qu'en retour, on envoyait l'enfant là-bas, n'est-ce pas, pour un encadrement spécifique. L'enfant est dans un milieu neutre, et du haut, n'est-ce pas, un conditionnement psychologique et affectif que les parents, n'est-ce pas, opéraient. L'enfant se trouvait rassuré et automatiquement revenait à des meilleurs sentiments. C'est pour dire qu'il y a des solutions, même s'il ne faut pas, n'est-ce pas, remettre dans la totalité en question ce que Mme le ministre a eu à faire. Mais je dis quand même qu'il y a des solutions. Mon développement permet de savoir un peu ce que j'aurais proposé à Mme le ministre. Ok, revenons à cette question. Je crois que le problème est sérieux. Je ne pense pas que, du point de vue de la qualité morale des acteurs qui gèrent les établissements scolaires, on peut faire une véritable différence entre les promoteurs d'établissements d'enseignement privé confessionnel laïque et les proviseurs, ou bien certains proviseurs et certains présidents des APE dans les lycées et collèges publics au Cameroun. Je crois quand même que le foisonnement des procès, que ce soit au TCS, au tribunal criminel spécial, ou bien dans les juridictions locales, première, deuxième instance, cour d'appel, sont significativement là pour faire comprendre que nous avons affaire, n'est-ce pas, à ceux qui ont transformé l'école en une sorte de philosophie du nourriturisme. L'argent des parents est devenu la nourriture de certains et ils ne se payent pas des gants pour savoir que
la nomination qu'on fait tous les droits, n'est-ce pas, sur le pactole. Et s'il faut très bien voir, même les effectifs que l'on déclare aux enseignements secondaires, n'est-ce pas, ne rendent pas véritablement compte de la réalité sur le terrain. Donc, dans les lycées. Dans les lycées. Donc il y a d'abord une mafia qui organise toutes ces affaires-là. Parce que de mémoire d'élève, je n'avais jamais su qu'on négligeait le bureau de l'APE dans mon lycée. Hein. Mais aujourd'hui, vous voyez, on met en contribution les policiers, les militaires, tout cela. C'est pour contrôler les bas d'écran, ou bien les livres, les sacs, ou bien tout ce qu'il y a là-bas. Moi, je crois que le problème est sérieux. Nous sommes en fait dans une situation où l'école est devenue à la fois une valeur marchande, comme toutes les autres valeurs, mais aussi, pour certains, qui, à la faveur d'un décret, se sont dit qu'ils peuvent rattraper le temps qu'ils ont perdu, n'est-ce pas, devant le tableau. On peut mettre un terme à ça? Mettre un terme à ça, moi, je me dis toujours que... il n'y a plus rien à faire. L'État a les moyens. L'État a les moyens. On dit que l'État est un monstre froid. Moi, je travaille sur OPS. L'État est un monstre froid. Je crois que l'exemple doit venir du haut. Je crois que jusqu'à un passé récent, on se disait qu'il ne pouvait pas avoir une sorte, n'est-ce pas, d'harmonisation si on prend seulement le cas du livre. Mais on voit quand même les efforts que l'État a eu à faire, n'est-ce pas, pour harmoniser ces affaires-là. Et c'est dit que, bon, un livre, lorsqu'il est inscrit au programme, il va passer 6 années. Vous voyez, l'État aussi peut se décider que nous allons harmoniser les frais d'APE. C'est aussi une solution. Et que nous allons laisser, avec la décentralisation, ces frais d'APE gérés peut-être par les structures locales. Ça peut être la mairie, ça peut être le super ou bien ceci. Pour qu'en vérité, nous n'ayons plus des vacataires à la merci ou bien à la solde des proviseurs, que nous ayons plutôt des enseignants communaux. C'est possible. Il y a des situations comme ça. Mais on risque de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Non, moi je ne crois pas. Moi je me dis, et je suis sérieux quand je vais dire ceci, je pense que si on arrive, n'est-ce pas, dans une situation où que l'État mette le MINESEC, pour parler de cela, Nalova Lyonga, si on peut mettre la contribution des cabinets indépendants pour faire les audits de la manière dont l'argent de l'APE est géré, moi je suis que plusieurs n'iraient plus à Yaoundé pour négocier pour être proviseur. Parce que ce qui motive et charrie, n'est-ce pas, ce genre de choses, c'est ce qui accompagne le décret de nomination. Chacun sait que une fois que je suis nommé proviseur, voilà ce que je vais faire ici au grand nombre des enseignants. Parce que quand on le dit simplement, moi je suis enseignant des lycées, moi j'étais formé à l'école normale supérieure, je comprends difficilement que nous sommes dans un milieu où certains croient qu'il y a l'école normale des proviseurs, qu'il y a l'école normale des censeurs, l'école normale des suivants généraux, et qu'une fois sur le terrain, les autres sont délaissés pour compte et que certains, n'est-ce pas, se remplissent rapidement les poches comme si la cloche de la fin du monde devait sonner. Moi je dis et j'insiste, si on doit revenir à une république normale, il faut d'abord remettre le ballon au centre. Qu'on s'accorde ce qu'il faut entendre par l'école. Qu'on s'accorde sur la manière dont les contributions des parents peuvent, n'est-ce pas, impulser la qualité, n'est-ce pas, de la formation qu'on peut donner aux élèves et faciliter, n'est-ce pas, le bien-être des acteurs principaux que sont les enseignants. Et si cela n'est pas fait, je vous assure que les enseignants dans leur immense majorité, je ne vous trompe pas. Est-ce que vous savez que les enseignants sont démotivés? Je ne vous dis pas que ça fait 1 an qu'on a corrigé le probatoire et qu'on n'a rien payé. Ils ne sont pas démotivés. Non, je dis dans la majorité. Ils ne sont pas démotivés. Ils sont démotivés. Puisque lorsqu'on reviendra avec les examens officiels, ils repartiront pour corriger et ils vont continuer à attendre. Donc, c'est comme si le problème se posait pas. Rien ne me suit. Je parle sur le compte, n'est-ce pas? Non, chaque fois ils ont agité le chiffon rouge. Chaque fois ils ont fait ça et puis ils sont les premiers à suivre, à venir aux examens, donc ça n'arrivera pas, soyez rassurés. Pas toujours, Duval. Merci. On sait de quoi on parle. Ben, si ça s'améliore, c'est tant mieux que d'attendre 1 an pour qu'on paye les frais de correction des examens. Alors, Dr Fouda, on va sortir. On aurait souhaité dire un mot sur ce lycée à Berthois où nos reporters ont indiqué il y a quelque temps que la majorité des filles du lycée était enceinte. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de démenti du proviseur qui estimait que c'était exagéré, mais on sait quand même que les grossesses précoces dans les établissements scolaires, peut-être en rapport avec le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, c'est aussi une préoccupation des parents et de la communauté éducative. Oui, effectivement, je pense que c'est... Vous parlez tout à l'heure d'habiller Paul pour déshabiller Pierre. De déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ce sont les mêmes sujets. Mais moi, je préfère embrayer vraiment sur ce que le collègue dit concernant la gestion financière des écoles. Tout le monde, nous sommes sans ignorer que l'argent, comme on dit, c'est le nerf de la guerre.
Toutes ces difficultés que nous rencontrons fédèrent autour d'un seul et unique problème, la répartition des ressources au sein des établissements. Il y a des gens qui travaillent et il y a d'autres qui profitent du labeur de ceux qui travaillent. C'est ça, docteur. Et pour que ce soit résolu, j'aimerais et j'insiste, et puis je rappelle ce que nous avons l'habitude de dire justement sur vos plateaux, la gestion financière d'un certain type de finances à l'école devrait être décentralisée. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai souvent pris l'exemple d'une structure qui fonctionne très bien dans notre pays, qui est l'OFECOM, qui gère les mairies, les 350, 360 quelque chose de mairies que nous avons au Cameroun. Leur gestion est centralisée, je veux dire coordonnée au niveau d'une structure nationale qui est connue, qui est réglementée. Je pense qu'il est temps que la sonnette d'alarme que lance le ministre des Finances sonne comme du glas dans la société, la communauté éducative, et que finalement le fonds de gestion de l'éducation soit créé au même titre qu'existe l'OFECOM, et que justement les APE et toutes les cotisations que les parents s'évertuent à mener soient organisées, fédérées, organisées par ces structures-là et redistribuées maintenant au prorata des efforts et des effectifs aux différents établissements. Je crois que c'est bien dit. On va s'arrêter là pour ce lundi. Infiniment merci, messieurs, madame, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Ernest Inda Nyon. Vous êtes enseignant, syndicaliste, secrétaire général du Saint-Esprit. Merci à Raoul Lemopi. Il est enseignant de philosophie au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, syndicaliste aussi. Merci également à vous, docteur Fouda Bizoa Sabine. Vous êtes enseignante, psychopédagogue. Vous êtes au département de psychologie à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Douala. Merci à vous, Serge-Henri Kelbet, d'être venu. Je vous ai convié comme parent d'élève ce soir, mais vous êtes aussi homme politique et votre parti politique, c'est bien le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir qui vient de célébrer une fois de plus son anniversaire. Oui, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci à Mitterrand Dame et toute l'équipe technique qui a assuré la production de cette émission de Equinox Soir de ce lundi 29 mars 2021. Duval Fongwa, c'est mon nom. À demain, au revoir.